Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et si nombreux. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'Institut français de Grèce, dans cet auditorium. Nous sommes très heureux et personnellement, je suis aussi un peu émue, car c'est le dernier événement que j'organise en tant que référente sport de l'ambassade de France en Grèce. On a vécu ensemble les Jeux olympiques et paralympiques. On a beaucoup soutenu ici, dans ce pays, l'escalade comme nouvelle discipline et on l'a aussi beaucoup promu auprès des jeunes. Ce soir, ce qui nous réunit, c'est une soirée où on prendra de la hauteur, Evie. Ce qui nous réunit, c'est une passion et de discipline, l'escalade et l'alpinisme. Euh, je t'ai connue, Yvi, ici même, lors d'une table ronde à propos du livre L'Atlas poétique des montagnes grecques, où j'ai appris ce jour-là, moi qui adore la mer, que la Grèce est formée de 80% de montagnes. Voilà, et c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé l'esprit avec lequel tu as abordé la montagne. Et en fait, ce soir, c'est aussi un peu l'esprit de cette soirée. C'est un esprit pluridisciplinaire. On va pas seulement parler de sport, mais on va réfléchir à une manière d'habiter, à une nouvelle manière d'habiter le monde et de beaucoup d'autres choses qui débordent la simple discipline. Voilà. Alors, Ivy Adamakopoulou, elle est directrice des éditions Anavasi, mais très récemment, elle a été élue comme vice-présidente de l'EMA, l'Association européenne de montagne et d'alpinisme. Donc, félicitations. Je pense qu'on peut même l'applaudir. Ça Mais tout le monde parle. Ah oui, personne n'a d'écouteurs. Bon, alors, tu vas t'auto-congratuler. Καλησπέρα. Alors, bonsoir. Et Véronique Bruez est la responsable attachée pour l'athlétisme, pour le sport. Et c'est la dernière, c'est le dernier événement organisé. Et c'était vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici dans la salle de l'auditorium de l'Institut français de Grèce. Madame Bruez aussi a parlé de notre connaissance lors de la présentation d'un atlas poétique des montagnes grecques qu'on avait publié en collaboration avec l'Université de Bordeaux. Et en fait, c'est là que Madame Bruez a appris qu'on a davantage de montagnes que de mers. Alors en fait, la Grèce est un pays montagneux. Et elle a eu la gentillesse de me féliciter d'avoir été élue dans le MAM. Merci beaucoup, Véronique. Tout d'abord, Alekos Assimakopoulos, qui est illustrateur et aspirant guide de haute montagne, co-auteur du livre Alpinisme en Grèce. Dimitris Daskalakis, excusez-moi si j'écorche votre nom, qui est alpiniste amateur et initiateur alpinisme. Alexandros Constantinidis, coordinateur du camp Jeunes Alpinistes et initiateur également alpinisme, et Yorgos Votiropoulos, qui est guide de haute montagne et co-auteur du livre Alpinisme en Grèce. Voilà, alors merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et je voulais dire aussi que dans cette opération qu'on a préparée depuis longtemps avec Ivy, on n'a pas oublié le jeune public et qu'on a à cette occasion, à l'occasion de cette soirée, créé un quiz, un jeu pour les écoles, pour les jeunes élèves grecs sur l'escalade. Voilà, donc vous découvrez la couverture à l'écran et ce quiz sera, en fait, il a été créé à partir du livre traduit qui vient d'être traduit de Catherine Destivelle et il sera disponible sur notre site internet. Ωραία, μεταφράζω, ανεπίσημη μεταφράστρια απόψε. Οπότε καλωσορίσαμε. Madame répète ce que Madame Bruez vient de dire.
Et alors, présentation de Alekos Esmakopoulos, illustrateur et aspirant guide de haute montagne, co-auteur du livre Alpinisme en Grèce, Dimitris Deskalakis, alpiniste amateur, initiateur alpinisme, Alexandros Kostadinidis, coordinateur du camp jeune alpiniste, et Yorgos Voutiropoulos, qui est guide de haute montagne et co-auteur du livre Alpinisme en Grèce. Alors, Alekos et Yorgos ont ensemble écrit le livre Alpinisme en Grèce. Alors, Madame Bruyès nous a montré qu'on a le quiz qui a été aussi créé pour les jeunes, le jeune public, euh, sur l'escalade. Et ce quiz, bien sûr, il est disponible pour les écoles. Vous pouvez le trouver sur le site. De leur présence les membres de la Fédération hellénique alpinisme escalade. Et je vous invite également après cette soirée, après les échanges, à découvrir un vin qui nous a été offert ce soir, qui s'appelle Le Montagnard. Ça tombe bien, du vignoble à Criotou, et de déguster quelques petites choses à manger après les échanges. Je voudrais aussi remercier notre artiste, Alekos Assimakopoulos, dont vous pourrez admirer les œuvres dans le bistrot après ces échanges de passion et, j'imagine, plein d'aventures. Merci encore à toi, Ivy, pour cette soirée. Ε, Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Ευχαριστώ. Είπε... Je vous remercie aussi. Répétition en grec, traduction en fait de ce que Madame Bruyès vient juste de dire, pour ceux qui n'ont, pour le public qui malheureusement n'a pas pris d'écouteurs pour suivre l'interprétariat en grec ou en français. Η σύμβολο το πιολέ, οπότε είναι θεματικά εναρμονισμένο με τη βραδιά. Alors ce vin, comme sur son étiquette le piolet, et bien sûr, on a aussi l'exposition d'Alekos que vous pouvez tous voir après la séance questions-réponses. Au bistrot Maya. Voilà. Alors, l'exposition sera ici jusqu'au 30 juin. Merci beaucoup, Véronique. Ξεκινάω, ναι. Και μεταφράστρια και συντονίστρια. Alors oui, je commence. Je suis traductrice et coordonnatrice. Bien sûr, il y a de l'interprétariat offert pour ceux qui ont des écouteurs. Alors, bienvenue à cette série de discussions ce soir sur le thème alpinisme et montagne entre la France et la Grèce, au-delà du sport. Alors, avant de commencer avec les distingués intervenants ce soir, j'aimerais inviter la présidente de la Fédération d'alpinisme et d'escalade pour nous dire quelques mots, car bien sûr, l'alpinisme est une des activités qui sont promues par EO. Madame Lavaki, vous avez la parole. Bonsoir, chers amis, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir et je suis très émue de représenter ici la Fédération grecque pour l'alpinisme et l'escalade. C'est une soirée qui est dédiée à la montagne, l'alpinisme et les valeurs qui, en fait, créent des communautés entre la France et la Grèce à travers une culture commune qui est liée par la montagne, de liberté, une liberté qui est inhérente dans les deux peuples et bien sûr qui exige un respect de la nature. Alpinisme et escalade en Grèce ont en fait une longue tradition, des premières escalades au mont Olympe jusqu'aux alpinistes d'aujourd'hui, une communauté qui connaît un grand épanouissement. Alors nous, dans la fédération, on est au cœur de cet épanouissement et on appuie bien sûr
l'initiation et la France a joué un rôle très important afin de mettre en place l'alpinisme aujourd'hui, non pas seulement sur le plan technique, mais aussi philosophique. Pour la Grèce, cette tradition était toujours une source d'inspiration et de collaboration. Et cette table ronde est encore une opportunité qui nous permet de renouer cette relation, surtout comme cela est exprimé à travers notre œuvre éducative. Alors, c'est par les initiateurs d'alpinisme qui vraiment peuvent inspirer les nouvelles générations d'alpinistes et d'escaladeurs. Et on a le plaisir aujourd'hui d'entendre parler 4 intervenants qui ont fait de grands, euh, euh, qui sont montés non pas seulement les Alpes, mais aussi le mont Everest. Et cela, bien sûr, nous permet de connaître leur passion, d'entrevoir leur passion pour les montagnes. Et on a aussi très souvent des activités entre des représentants de l'alpinisme grec et français. Malheureusement, l'oratrice lit un texte très vite qui n'a pas été donné aux interprètes. Alors, euh, nous ressentons que notre relation avec la montagne n'est pas seulement une question d'environnement ou d'athlétisme, mais aussi culturelle à travers le temps. J'aimerais remercier beaucoup l'Institut français de Grèce pour leur hospitalité ainsi que les éditions en Avassi pour avoir organisé cette soirée et bien sûr vous tous qui avez vraiment honoré notre communauté d'alpinistes et d'escaladeurs qui connaît une expansion constante. Alors je vous souhaite à tous de belles ascensions et bien sûr avoir une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On aimerait remercier aussi, bien sûr, l'Institut français de Grèce. Alors, on commence les discussions et je vais passer à mon introduction. Alors là, on va toujours regarder vers le haut, vers les sommets, afin de s'approcher du divin et rechercher l'exaltation. Alors, soit pour prier un sanctuaire dans un sommet ou participer à des rituels de transition, ou comme une preuve de bravoure afin de pouvoir passer à la version suivante de soi-même, libre de la peur et du doute qui caractérise la phase contemplative avant l'action. L'alpinisme est un héritage des Lumières françaises et débute au XVIIIe siècle avec l'ascension du Mont Blanc en 1786, bien que maintenant le nom et honore la chaîne de montagnes qui l'a amené au monde, quand même l'alpinisme domine le top des activités de plein air. Il a défini la façon dont nous percevons la montagne, elle a sculpté l'approche de la montagne pour la Méditerranée. Nous entreprenons désormais nos ascensions en montagne, non pas comme au passé pour trouver des passages commerciaux ou stratégiques, ou pour assurer de la nourriture ou des matières premières, mais pour rechercher avec persévérance et peut-être avec beaucoup d'efforts quelque chose d'insaisissable, quelque chose qui n'est ni tangible, ni utile comme on le comprend. Alors, tout d'abord, permettez-moi de parler, de la reconnaissance d'alpinisme, au sein de l'UNESCO, en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, c'était l'initiative de la France, de l'Italie et de la Suisse en 2019 et selon alors, il y a eu une discussion qui, en fait, définit comme l'alpinisme, comme une, technique qui commence à perdre certaines de ses éléments et selon sa définition officielle, il s'agit de l'art de gravir des sommets et des, pentes en haute montagne en toute saison sur rocher, neige ou glace. Les tec il combine des techniques physiques et des exigences spirituelles, et se pratique à l'aide de techniques, d'équipements et d'outils très spécialisés tels que des piolets et des crampons. C'est une activité traditionnelle portée par une culture partagée qui comprend la connaissance du milieu de haute montagne, l'histoire de la pratique et les valeurs qui lui sont associées, ainsi qu'un savoir-faire spécifique. L'alpinisme exige également une connaissance de l'environnement, des conditions climatiques changeantes et des risques naturels. Il repose également sur les références esthétiques. Les alpinistes sont attachés à l'élégance du mouvement lors de l'ascension, l'observation des paysages et à la communion avec les milieux naturels traversés. La pratique mobilise également des principes éthiques fondés sur l'engagement de chacun, notamment celui de ne laisser aucune trace de sa présence et bien sûr la solidarité avec les autres.
entre esprit d'équipe, camaraderie de cordée, où chacun se déplace attaché à une corde commune, est un autre élément symbolique fort de la pensée des alpinistes. La plupart des membres de la communauté appartiennent à des clubs d'alpinisme, véritable relais de transmission des pratiques alpines à travers le monde. Partout dans le monde, ces clubs organisent des excursions de groupe, fournissent des informations pratiques et contribuent à des publications. Ainsi, on peut dire que en fait, ils sont porteurs de la culture de l'alpinisme. Alors voilà la définition de l'alpinisme selon l'UNESCO, tel qu'il a été présenté par les 3 pays. Alors si je devais résumer le mot, je dirais qu'en fait, l'alpiniste, c'est l'homo alpinismus est une personne qui fait des choses qui vont à l'encontre de l'instinct de survie, qui accepte ou choisit de se trouver à des limites et à l'encontre de ses instincts primitifs. Et bien sûr, l'alpinisme n'a pas défini par hasard la façon dont nous percevons la montagne. Mais il mobilise de nombreux pouvoirs secrets de l'homme et Monsieur Voudiropoulos nous en parlera à la fin. Alors, l'alpinisme a beaucoup changé lors des 2 derniers siècles et aujourd'hui change encore plus rapidement. Et Monsieur Daskalakis va nous en parler. Alors, avant de passer le bâton aux intervenants, j'aimerais aussi citer Xavier Caillol, guide de haute montagne, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, car malheureusement, un de ses amis est tombé dans une crevasse au Mont Blanc, et vous savez que ça aussi, ça fait partie de l'alpinisme. Oui, il a perdu il est mort, son ami. Alors Xavier, dans le cadre de sa thèse de doctorat, étudie les effets du changement climatique sur les hauts sommets des Alpes, et l'adaptation à l'évolution de l'alpinisme aux nouvelles données et bien sûr aussi l'adaptation pardon, de l'alpinisme à ces nouvelles conditions. D'habitude, à l'Institut français de Grèce, les gens viennent d'ici pour s'échanger des pensées, des idées, des opinions. Mais ce soir, nous allons vraiment devenir une cordée et on va explorer les hauts sommets. Nous ne sommes pas ici en tant qu'unité pour parler des succès des uns et des autres, mais en tant que membres d'une danse circulaire en mouvement, se tenant la main et regardant tous dans la même direction, qui est l'alpinisme, le sommet idéal. Chaque intervenant apportera un point de vue différent sur un aspect thématique de l'alpinisme. Alors, on donne la parole à Alekos Asimakopoulos, qui est le premier. Alekos, est-ce que tu es prêt de nous faire un tour d'horizon historique de l'alpinisme? Alors, une fatigue inutile afin de vaincre l'inutile, un divertissement à des conditions difficiles. La réalité s'avère être un voyage vers les limites humaines à travers les barrières naturelles que les hautes montagnes imposent à des conditions non négociables. Depuis l'Antiquité, les raisons de subsistance ainsi que la curiosité abondante exprimée par l'espèce humaine ont conduit à des tentatives enregistrées sur des sommets et des pentes. Bien sûr, certaines tentatives pour pénétrer à ce sanctuaire des montagnes n'ont jamais atteint la lumière de la révélation pour les autres. Mais ce besoin, en fait, a poussé par aventure, mais aussi par profit, Michel Paccard et Jacques Balmat lors de leur première ascension du Mont Blanc en 1786, qui était alors le toit du monde européen. Peu de temps après, avec l'avènement de l'ère victorienne et l'influence catalytique des Britanniques, les méthodes et les techniques que les gens ont commencé à concevoir pour surmonter les pentes verticales, rocheuses et souvent glacées se sont transformées en un nouveau sport merveilleux et noble qui est l'alpinisme. L'âge d'or de l'alpinisme, qui est situé entre 1855 et 1865, 10 ans, est en fait la période des premières ascensions des 100 principaux sommets des Alpes par la voie apparemment la plus facile, entre guillemets. Alors, cette époque d'or finit en 1865 avec Matterhorn, qui était bien sûr, dont l'ascension en 1865 était en fait un exploit monumental de cet alpiniste, avec seulement 3 d'entre eux qui revinrent à Zermatt pour raconter l'histoire de cette première tragédie infâme de l'histoire de l'alpinisme. Et ici,
Hors micro. Alors, ici, on voit une photo. Vous voyez, là, c'est juste après Chamonix, avec chaussures et Balma. Et vous voyez là, le sommet de Mont Blanc. Là, on voit la tragédie de Matterhorn, en 1865 et on continue. Alors, les ascensions se multiplient, les gens aussi. Le premier métier lié à l'accompagnement des personnes dans les aventures en montagne est un fait. On parle de guide de montagne. Alors, cela commence avec l'accompagnement des Britanniques lors des premières ascensions par des locaux qui travaillent dur pour gagner leur vie dans les montagnes et connaissent bien sûr tous les coins. Et ils évoluent vers des adeptes d'aventuriers ambitieux dans le nouveau domaine passionnant Playground of Europe, comme le mentionne Leslie Stevens dans un des best-sellers les plus classiques de l'alpinisme. Commentaire hors micro. Alors, les guides sont les mêmes qui mèneront les premiers succès en Europe, hors de l'Europe, comme à la Conga. On a les Andes et Aoraki en Nouvelle-Zélande et le grand Armand Charlet construira avec ses œuvres le profil du guide idéal. L'âge d'or de l'alpinisme a conduit à l'âge d'or de l'escalade dans les dernières décennies du 19e siècle. L'art de grimper devient une fin en soi. La formation technique vraiment monte en flèche et les gens sont désormais capables de désirer de tracer de nouveaux itinéraires bien plus techniques, plus exigeants du point de vue technique sur les sommets déjà foulés. Les Britanniques des années 1920 tournent le dos aux Alpes et se tournent vers l'Himalaya, commençant systématiquement leur exploration ainsi que les premières tentatives sérieuses sur l'Everest en 1922 et 1924. Et ensuite, les Britanniques passent le bâton aux ambitieux acrobates, comme ils les appellent, des États paralpins qui redéfinirent l'alpinisme avec l'épopée des premières ascensions des grandes parois du Nord. Nous sommes déjà dans les années 1930, à l'âge héroïque de l'alpinisme, l'âge où l'art de l'alpinisme est perfectionné. Après la Grande Guerre, on passe à l'alpinisme des deux itinéraires. Répétition des murs du Nord dans un meilleur temps, en style première hivernale, première solitaire, ou de l'autre côté, la réalisation de la vision d'Emilio Comici, le grand alpiniste italien, pour un itinéraire idéal, droit, direttissima, sur les grands murs. Les problèmes qui se posent sont grands en raison de la grande difficulté technique. Et heureusement ou malheureusement, ce problème est résolu par l'utilisation massive de clous qui, quelques années avant, Hans Fichtel et Otto Herzog avaient utilisé à l'alpinisme. Et ainsi commence l'époque du pitonnage. Et comme ça, on surmonte tous les problèmes afin de faire l'idéal droit de Comici. Alors, des Alpes en Patagonie, sur les impressionnantes pistes emblématiques de Half Dome et d'El Capitan, les succès sont impressionnants. L'escalade en Big Wall se développe dans toutes les destinations très attractives. Vous voyez les diapos hors micro. Alors, là, vous voyez le grand Armand Charlet. Et là, Castor et Biffa, à Chamonix, un autre grand guide de montagne français. Commentaire hors micro, on ne peut pas traduire. Hors micro, nous sommes désolés. Hors micro. Η εποχή του Alors, la période du pitonnage, on pourrait dire que même dans les Himalayas, dans la zone de la mort, on a maintenant des grandes expéditions avec organisation quasi militaire, l'utilisation de cordes fixes, un siège propulsé par des porteurs de haute altitude, sont les seules méthodes qui éprouvaient de succès, comme l'a montré la première ascension de l'Everest en mai
1953 par Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Mais tout cela est clairement bien loin du célèbre alpinisme héroïque des années 1930 et même cette deuxième tentative déterminée et fatale de Mallory et Irvine sur l'Everest bien des années plus tôt. Les héros des faces nord furent cependant tenaces, à l'image du brillant exemple d'Alfred Mummery, qui tenta très tôt, 1895, sa chance proprement sur la grande face de la planète, la Diamir Face de Nanga Parbat. Il n'a pas réussi, mais vraiment, il a montré la voie. La première ascension d'un sommet de 8000 mètres sur l'Annapurna par les légendes de l'alpinisme français Maurice Herzog et Louis Lachenal fut une aventure glorieuse de style d'exploration, de persévérance, d'endurance. Tout cela est vraiment décrit dans le livre de Maurice Herzog. Et cela est contrairement à celles qui suivent les autres grands sommets de 8000 mètres en 1950 et jusqu'au début de 1960. Alors, entre-temps, il y a eu aussi la première ascension du Nanga Parbat en 1953 par Hermann Bull, seul, sans oxygène et avec un bivouac après le sommet. Il nous a montré la voie. Alors maintenant, les années 80, une nouvelle génération de super grands grimpeurs. Ah, vous voyez là les diapos. Là, Maurice Herzog, c'est la première personne de 8000 mètres Annapurna. Et là, Hillary et Tenzing sur le toit du monde Everest. Alors, aux années 1980, une nouvelle génération de super grimpeurs inspirés par leur héros a donné un nouveau sens à la manière de réaliser l'impossible et commencé la seule version éthiquement acceptable dans l'escalade alpine. Des groupes de 2-3 personnes, une autonomie limitée à leur sac à dos, sans utilisation d'oxygène, sans support, sans corde fixe, et même souvent à partir de nouvelles lignes de filet sur les grandes pentes verticales. L'escalade verticale est l'ambition, mais le but et l'obsession. Alex McIntyre a dit, malheureusement en 1982, perd sa vie en essayant de résoudre le problème de la façade sud d'Annapurna. Alors, la saison débute avec un nouvel itinéraire sur une pente de 2400 mètres sur un 8 mètres, Gasherbrum 1, par Reinhold Messner et Peter Abeler, un pas géant pour l'alpinisme. Les montagnes deviennent désormais, et il y a plusieurs exemples d'ailleurs de cette époque. Bon, on peut parler du solitaire de Messner, et il y a aussi Loretta et Troyer en 1986, et peut-être le meilleur, le Polonais Wojtek Kurtyka et Robert Zaber, l'Autrichien, en 1984. Alors, les montagnes deviennent un pôle d'attraction pour de plus en plus de personnes mais beaucoup. Ces personnes, en fait, sont loin de ressentir la culture de l'alpinisme et au milieu des années 90, on cherche à vivre la plus grande aventure au moindre coût possible. Et là, je pose un point d'interrogation, car ils paient des honoraires élevés à des professionnels qui, par l'intermédiaire d'agences, les accompagnent jusqu'à la zone de la mort. Et là, alors, il s'agit d'expéditions commerciales qui ne s'intéressent pas à la liberté, la question d'éthique, morale. Et là, on a une communauté qui va se mobiliser autour de ces générations de nouveaux grimpeurs et qui vont vraiment essayer de poursuivre le travail des pionniers. Alors là, vous voyez l'exemple de ces expéditions commerciales, vraiment là, au pas de Hillary. Bon, cela n'existe plus à cause d'une... Il y a eu un tremblement de terre. Alors, vraiment, en 1985, Douglas Hastings ont monté et ils ont passé une nuit très difficile en 8700 sans oxygène
à des époques où l'alpinisme se redéfinissait. Alors, l'escalade est sérieusement affectée par l'évolution des matériaux. L'introduction et l'utilisation des bouchons de forage au milieu des années 1970 permettraient des escalades extrêmes sur des pentes impénétrables. Et en divisant les grimpeurs, Messner exprimera son manifeste en parlant de la mort de l'aventure alpine, dont la chasse à l'impossible. Les années 1970 devront en fait être rédemptrices car on a l'introduction des relais portables et la formation systématique des jeunes grimpeurs offre des classiques modernes, une catégorie de voies sophistiquées dont difficultés techniques avec une utilisation judicieuse des relais permanents et portables, laissant finalement les pentes raides, sur les pentes raides le moins de traces possible. Aujourd'hui, la spécialisation en alpinisme est très impressionnante. Les aspects individuels de l'escalade, de toutes les méthodes conçues pour faire progresser les grimpeurs dans une grande arsenalité, sont des sports autonomes et conduisent à des performances individuelles extrêmes. Mais la Bible de l'alpinisme va continuer à s'enrichir des jeunes grimpeurs qui, et bien sûr, en gardant toujours le style alpin, loin de ces expéditions commerciales. Alors, venons un peu en, en Grèce. C'était en septembre 1927 qu'au sommet du mont Olympe, 24 alpinistes français, grecs et suisses prennent la décision de créer une association d'alpinisme en Grèce afin de promouvoir l'alpinisme. Un an plus tard, la création de l'association d'Athènes et de Patras conduit enfin à une fédération suivant les standards des associations européennes correspondantes et aujourd'hui membre de l'UIA. Alors, quelques années auparavant, le 2 août 1913, il y a la première ascension au plus haut sommet de l'Olympe par 2 alpinistes et voyageurs suisses, Frédéric Boissonnat, Daniel Bobovi et Christos Kakalos, chasseur de chèvres sauvages de Litochoro et le futur premier guide professionnel des montagnes grecques. Alors, le résultat de cette première ascension était le résultat de nombreuses années de personnes qui avaient visité la Grèce, comme Boissonnat, qui avaient visité la campagne grecque, qui ont essayé de grimper les montagnes. Et tout ça dans une période très difficile pour la Grèce. Dans les décennies qui ont suivi, la fédération a essayé de promouvoir le sport dans une société qui faisait face à plusieurs problèmes, bien sûr. Les grandes figures de l'alpinisme international ont été invitées ici en tant qu'intervenants formateurs et offrir aussi des exemples de leur art sur leur pont de la montagne. Là, on parle de Comici, Bonatti, Blotti, Zerf, Téné, Magnon, Spiro della Porta. Alors, en 1954, Emilio Comici sculptera va essayer de faire sur Mythikas les premières intentions avec des techniques d'escalade modernes. Et les années 1950 ont été notre âge d'or de l'escalade. Il y avait une génération de grimpeurs ambitieux. Vous les connaissez d'ailleurs, Michailidis, Lagos, Tsamakidis, Andipas, Marzoukos, Xanthopoulos, Polykratis et Damias, et une série d'autres qui ont en fait mis fin à ce silence éternel des pentes verticales des montagnes grecques. Leur voie la plus facile atteignait dans certains cas le 5e degré d'utilisation de clous de pitonnage et c'était vraiment impératif pour pouvoir surmonter les plus grandes difficultés. Les années 60 ont vu une augmentation qualitative et quantitative du nombre d'alpinistes, Botinis, Spanoudis, qui ont proposé leurs propres itinéraires. Et dans les années agitées et des années 1970, il y a eu de nouveaux pionniers, Iason Radidinas et Katerina Geka. Vous voyez sur la diapo Katerina Geka, qui vient de la France, et Katerina Geka a souhaité donner aux Grecs,
aux alpinistes grecs la conscience de la nécessité d'un entraînement systématique. Et ensuite, on a eu le très important Dimitris Korés, le grand Dimitris Korés, qui a une énorme influence sur les générations futures avec ses réalisations et ses innovations. En fait, lui a vraiment influencé tous les suivants alpinistes et escaladeurs. Alors, élévation du niveau technique au 7e degré, et vraiment, là, on utilise pour la première fois les nouveaux moyens techniques. Korés va passer le bâton à d'autres, comme Titopoulos, Kouniakis, Lambris, Arnoglou, Delibaltas. Et vraiment, là, on voit qu'on a des alpinistes grecs qui peuvent vraiment dépasser les frontières grecques. Alors, la première mission à Himalaya a fini en tragique, mais ensuite, on voit vraiment des grands changements. Alors, dans les années 1990, c'était les frères Vouteropoulos, Tsouras, Bourazanis, Tsiados, Belogianis, Bachalis, Hadzis, Tsiados, Karapitakos, Kourelis vont répéter les héroïques pentes du Nord des années 1930, brisant une barrière très importante pour l'escalade, l'alpinisme grec. Et ils voient aussi d'un autre point de vue l'escalade hivernale dans les montagnes grecques. Et c'était vraiment très près au caractère éphémère des classiques modernes des Alpes. À tout cela, il faut bien sûr ajouter le degré d'engagement et de sérieux qu'offrent les pentes grecques en raison de leur isolement et du manque de secours organisés. Alors, par rapport aux grandes montagnes et aux hautes altitudes, nous sommes aujourd'hui capables de gravir les Huit. Et bien sûr, certains étaient basés sur le style lourd classique du siècle précédent, utilisation d'oxygène et de support, mais sans cela, on n'aurait pas pu faire ce pas. Il y a eu aussi d'autres ascensions dans d'autres montagnes réalisées par de jeunes grimpeurs issus de centres d'alpinisme, accompagnés de grimpeurs et d'instructeurs plus expérimentés. Et là, on parle de l'ascension du K2 sans oxygène par Aravidis et Athanasiadis en 2014, ou l'expédition du centre d'alpinisme à Bonizom en 2007. Et même, ils ont ouvert une pente vierge par Descalakis et Anexakis. Mais bien sûr, mais malheureusement, il y a eu aussi une perte. Alors, le niveau technique d'escalade est désormais très élevé et c'est un résultat du talent et de la persévérance et sur des itinéraires qui sont provenus de grimpeurs comme Torelli, Roussos, Tetrakopoulos, Stanopoulos, Vrοχidis, Tchouchias et plusieurs autres. Grapsas. Alors, il est temps pour la scène alpiniste grecque de faire un pas en avant. Bon, je pense que vraiment, en ce moment, il y a une nouvelle génération de grimpeurs qui peuvent, s'ils le souhaitent, de grimper les montagnes, non seulement grecques, mais dans tout le monde et vraiment servir l'alpinisme avec des petites équipes. Et comme Alexandros va nous dire, les centres d'alpinisme sont très importants, jouent un rôle crucial. Et pourquoi? Eh bien, je vais revenir à la réponse de Mallory, parce qu'on l'avait demandé pourquoi gravir l'Everest. Et Mallory avait répondu parce que c'est là. Et on peut aussi utiliser les paroles de Walter Bonatti qui souhaitait dire quels sont les piliers
qui définissent l'alpinisme et il a donné 3 mots: histoire, morale, esthétique. Merci beaucoup à l'Écosse. Hors micro. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Ξέρω Je ne sais pas si tu le connais. Je sais qu'il y a aussi un Alekos Smakopoulos. Bon, tu n'en parles pas. Il a fait aussi il a grimpé aussi à Alpes. Hors micro. Bon, tout d'abord, j'aimerais m'excuser car, comme vous connaissez, les noms sont plusieurs. Je suis sûre que j'ai laissé de côté, j'ai oublié de citer des alpinistes, des grimpeurs très importants. Mais imaginez, c'est une histoire de presque un siècle. Et je devais présenter tout ça dans quelques minutes. Non, non, merci, c'est très important ce que vous avez fait. Je pense que c'est une des premières fois où on a eu une telle présentation, intervention. Alors, on a écouté l'histoire de l'alpinisme, mais afin de mieux comprendre la relation entre la Grèce et la France, j'aimerais que toi, Dimitris, tu partages ton expérience. Bonsoir, j'aimerais tout d'abord m'excuser car je vais parler un peu aussi de la question de l'environnement des Alpes et c'était censé être fait par Xavier Cailleul, mais malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Et j'aimerais aussi m'excuser car je serais un peu plus pessimiste par rapport à ce qui concerne l'alpinisme. Alors, je pense que si l'évolution historique du vocabulaire grec avait pris une trajectoire différente, le synonyme grec du mot français alpinisme aurait été le mot orivassia, une activité qui nécessite l'utilisation de techniques, d'équipements et de connaissances particulières pour atteindre un sommet difficile qu'on ne pourrait pas atteindre tout simplement en marchant. Cependant, la langue suit l'histoire et la réalité et qu'en gros, grec, le mot orivassia signifie plutôt une randonnée en montagne qu'alpinisme. Et ce n'est pas aléatoire. La vision de la diffusion et de la continuation de l'alpinisme en Grèce n'a jamais été et n'est toujours pas en fait une création d'agences esthétiques et sportives organisées, ni même l'association hellénique d'alpinisme elle-même. Enfin, au moins pas au fil du temps. Alors, ce serait bien, peut-être, on aimerait bien parler de la flamme de l'alpinisme qui brûle sans s'éteindre depuis l'époque de Yorgos Mikhailidis jusqu'à nos jours. Mais en réalité, cette vision rappelle plutôt la bataille que nous menons pour garder un petit briquet allumé, sans liquide, avec un silex et un pouce douloureux. Nous continuons d'avancer et d'essayer. Et ce briquet, dont l'étincelle devient parfois une flamme et ensuite s'éteint, on a passé de Geka Mikhailidis, Aspanoudis et Boudola, Tsoupras et de là à Voutiropoulos, Bourazanis, Naxakis et Kinatidis, et ensuite à la génération d'aujourd'hui. En France, en revanche, de Louis Lassenal à Lionel Terré et ensuite de Catherine Destivale à Benjamin Vendra et bien d'autres aujourd'hui, le fil est continu et son cours est toujours ascendant. Alors on parle de deux mondes qualitativement et quantitativement si différents. Alors pourquoi essayer de les réunir ce soir? Il y a certainement d'autres raisons pour lesquelles on pourrait dire, on pourrait penser, mais si je devais choisir un, ce serait le Mont Blanc en fait. Car le berceau de l'alpinisme pour les Français, leur arrière-cour, comme diraient les Britanniques, c'était toujours un défi, un objectif lointain. Là où les Français vont tenter, nous serons testés. Aux Grandes Horaces, Takou, les Grands Pieds d'Aigle, où nos amis de Grenoble et d'Annecy s'entraînent intensivement pour préparer une expédition en haute altitude. Nous, en tant que communauté, on rêve collectivement des voies d'escalade ouvertes solitairement depuis des décennies. Et même si nous rivalisons parfois le Matterhorn, les Dolomites, le Mont Blanc nous appelle constamment, car cette chaîne de montagnes a quelque chose de spécial. Ça rassemble dans une zone géographique si petite, avec un accès court depuis la civilisation humaine, une série de falaises qui semblent avoir été créées par la collision de plaques tectoniques dans le but d'exciter constamment l'imagination des grimpeurs ambitieux.
ceux qui ne se contentent pas de gravir un sommet, mais recherchent des itinéraires de plus en plus longs et difficiles pour y parvenir. Ah, et même si aujourd'hui on pourrait considérer qu'il n'y a pas un pouce de terrain inexploré au Mont Blanc, les magnifiques formations granitiques du Mont Blanc continuent d'offrir de nouvelles sorties et de nouveaux défis aux plus audacieux. Alors, dans cette chaîne de montagnes uniques, depuis les deux camps de base sont situés à ses racines, les villages historiques de Chamonix et de Courmayeur, les alpinistes grecs ont tenté de passer des techniques grecques, celles qui ont été déjà, qu'ils connaissaient, à celles qui étaient utilisées dans l'étranger. Et ainsi furent écrites des histoires d'aventure sur la crête du Nominata, au nord de Druia, au pilier du Frêne, la pierre intégrale. Et ces aventures ont joué un rôle décisif pour que pour des nouveaux alpinistes s'inspirent. Nous regardions d'un œil très émerveillé les exploits ce qui semblait impossible des alpinistes français et nous imaginions qu'on pourrait le faire aussi. Mais derrière les images classiques de Rebuffa sur les toits de granit, notre subconscient collectif a regardé toujours George Michailidis à côté du maestro français. Puis là, se tenait notre propre maestro Yannis Torelli. Et ce n'est pas une question de fierté nationale, mais c'était en fait on souhaitait faire partie de cette communauté d'alpinistes. Alors le Mont Blanc a ainsi déterminé le développement de cette activité au-delà des frontières de la France. Et pour nous, ici en Grèce, l'expérience que les hommes et les femmes grecs ont vécue sur ces pentes ont donné en fait naissance à des dizaines d'itinéraires qui traversent aujourd'hui Vardousia, Parnasse, Astraka et d'autres montagnes grecques. Du super couloir de Takoul au sous-couloir de l'Aï de Moussounitsa et de la divine providence de Patrick Gabarro au baiser de Dimitris Bakalé, la distance est énorme, mais la vision est commune. Il s'agit d'un chemin réel et naturel vers un sommet plutôt interne, inhérente et psychologique et plutôt chorégraphique. Malheureusement, rien n'échappe à la poursuite incessante du profit dans la société moderne et l'espace physique de notre activité, bien sûr, a été touché par cela. Et à ce niveau, la France a l'avance. Il n'est cependant pas certain que l'avantage du retard que nous disposons ici nous permettra de tirer des leçons des erreurs commises là-bas et ailleurs. L'industrie lourde des vastes stations de ski a désormais affecté de manière irréversible l'environnement montagnard à un moment où leur avenir est incertain et où le changement climatique conduit certaines d'entre elles à la fermeture, tandis que les installations autrefois luxueuses et encombrantes seront très difficiles à être supprimées et resteront là à polluer à jamais. En même temps, la dépendance excessive de l'économie locale de tourisme de montagne conduit à des impasses, comme récemment on a vu dans la municipalité de Chamonix, où il est décidé d'interdire l'achat de maisons comme résidence de vacances car les habitants ne trouvent plus d'endroit où se loger. Et en même temps, le village est déserté pendant la basse saison. Alors, au-delà des rêves un peu dangereux de certains sur des stations de ski qui seront bâties au Mont Olympe, ces problématiques rappellent certainement un peu plus les problèmes de Santorin et de Paros et de Chania que celles des villages de montagne qui ne sont pas habités, comme le village d'Athanasiakos et de Pad. Mais nous qui cherchons souvent à développer les moyens d'accès, d'hébergement, dit l'orateur, et d'exercice de nos activités en montagne en Grèce, nous sommes appelés à nous interroger nous-mêmes sur l'avenir et affronter cette épée à double tranchant de développement.
Alors d'un côté, nous sommes appelés à stopper, à arrêter la transformation du paysage montagneux en un parc éolien sans fin produisant un surplus d'électricité qui va dégrader nos montagnes de telle manière à ouvrir la voie à leur destruction supplémentaire par des mines, des parcs photovoltaïques et des barrages. De Aos, la rivière Aos, à Vatialaka de Gion et Gramos, le danger est bien réel en ce moment. Et d'autre part, nous sommes appelés à contraster cette évolution avec notre vision de montagne comme de véritables refuges d'évasion viables pour les populations sans reproduire les erreurs de pays alpins que nous avons mentionnées plus haut. Et on ne parle pas de nouveaux modèles verts responsables, car on voit cela partout, même en Palestine. Peut-être, j'insiste, l'alpinisme, dans sa forme la plus authentique et la plus simple, pourrait devenir la solution. Et je ne parle pas de l'activité elle-même. Yoros va nous en parler d'ailleurs plus tard. Il m'a dit depuis qu'on était jeune, on ne va pas changer le monde en grimpant, mais peut-être si on peut avoir une perception simple, épurée, prudente et peu interventionniste de l'activité humaine en montagne pourrait servir de guide pour notre relation avec l'environnement montagnard et aider. Bon, il y a plusieurs peut-être quand même. Malheureusement, les fondements éthiques de l'alpinisme ne sont pas à rester insensibles à la recherche du profit. La bataille pour les records de vitesse, la chasse aux sponsors et le remplacement de la littérature d'alpinisme par le barrage d'images stratégiquement conçues d'Instagram qui normalise et banalise les expériences humaines qui sont uniques en montagne, nous pousse, au lieu d'envisager notre propre efforts, de devenir des consommateurs des exploits alpinistes d'autres. Et ce n'est même pas une source d'inspiration, mais comme moyen de promouvoir le sac à dos encore plus léger de l'entreprise X, une protéine juste pour les alpinistes, conçue spécialement pour les alpinistes ou pour un programme d'entraînement qui va nous enverrer comme par magie à la traversée des dieux. Et le Mont Blanc est encore une fois à l'épicentre de ce développement. Alors, face aux défis auxquels est confronté l'espace naturel des alpinistes, en contemplant son avenir et qu'on soit au sommet de Tsukaros ou dans du géant, nous devons revenir en arrière et récupérer les valeurs fondamentales de notre activité. Non pas pour grimper à nouveau avec des cordes de chanvre et des bottes en cuir, mais pour l'affronter comme des vrais alpinistes en aimant l'environnement, passion pour l'apparemment impossible, ambition de pouvoir faire ce qui est le mieux pour tous. Embrasser le difficile, ce qui est fatigant, douloureux et dangereux, en pleine conscience que nous avançons ensemble au bord du précipice, étroitement liés avec une corde toujours plus tendue. Et cette idée qui naît de l'effort constant, de la compagnie constante avec la roche, le froid, les pentes glacées et les retours sans fin, nous devons, afin de pouvoir aussi donner le relais à Alexandre, la transmettre aux générations futures afin que le mot alpinisme puisse retrouver son sens perdu. Mais afin de faire cela, à part des pentes, on aura besoin aussi de donner de lutter dans les villes afin que le profit ne devienne pas quelque chose plus haut, un sommet plus haut que les grandes montagnes. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Alexandros et avec les autres initiateurs dont je vais vous parler, avec d'autres instructeurs, j'aide à l'alpinisme depuis 5 ans. Alors derrière moi, vous allez voir des photos de notre expérience et on va revoir cette... Alors nous avons repris aussi l'institution de la jeunesse alpiniste car on a observé qu'à travers cette institution, on peut vraiment promouvoir les montagnes, on crée de nouveaux itinéraires et on crée aussi des gens qui aiment la montagne. Et on a aussi observé que l'alpinisme, qui est hors de cette pyramide
d'éducation, ça inspire les gens de vraiment apprendre, s'entraîner et créer leur propre histoire. Alors, quels sont les centres alpinistes pour les jeunes, pour la jeunesse? En bref, c'est un groupe qui dispose d'un programme d'excursion subventionné par EOA avec lequel ils vont dans la montagne et font ce qui est le plus difficile, mais sagement, hein, on ne veut pas mourir. Alors, je vais vous expliquer en faisant un peu une rétrospective. Alors, en Grèce, il y a eu des centres d'alpinisme pour les jeunes qui ont été organisés depuis l'époque de Geka. Un de ses premiers membres était d'ailleurs le très jeune Dimitris Koles. Alors, il continuait plus tard et généralement passant une semaine dans les Alpes. En France, bah, c'était pas comme ça. Là, il y avait une autre forme pyramidale. Les régions locales ont leur propre programme alpiniste et proposent des participations de premier plan de grimpeurs alpinistes très forts au Centre fédéral d'alpinisme. La participation est limitée à 8 personnes et l'âge des participants peut aller jusqu'à 25 ans. Le programme comporte un cycle de 4 ans et culmine avec une expédition dans les hautes montagnes de l'Himalaya et du Karakoram, en Patagonie. Alors, dans leur développement aujourd'hui, les centres alpinistes suivent aujourd'hui une méthode similaire à celle de la France, mais adaptée à notre propre réalité de ressources minimales, très, très limitées, et un petit potentiel de nos montagnes qui sont moins hautes, mais qui sont également difficiles même, et isolées et assez dangereuses. Alors, parallèlement à la crise économique, mais même avant la crise économique et financière, on a traversé une période de, je dirais, de sécheresse dans la production de nouveaux alpinistes. Le manque, enfin, il y a eu la culture de sécurité, de safety first, a été vraiment quelque chose qui n'a pas tenté les gens. Alors, on a eu vraiment une grande sécheresse sur les pentes. Vas-y, Dimitris. Ah oui, il y a les photos derrière moi. Je sais, vous réagissez aux photos. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a le coup. Oui, mais ce coup, c'est le moindre. Un bras cassé. Alors, les écoles avaient des jeunes, mais c'était les mêmes personnes. On voyait sur les montagnes. Ah, toi aussi. Voilà, pendant 10 ans, 20 ans, on voyait les mêmes personnes. Alors, avec Yorgos et Dimitris, Tassos, Stamatis, Khadzis, Zeki, Akit. Alors, on est un groupe d'éducateurs qui ont souhaité apprendre aux gens de grimper aux montagnes toute l'année et avec du style. Alors, l'institution de ces centres d'alpinisme pour les jeunes, qui a été supprimée, devrait être relancée. Et il fallait bien sûr changer la vision qui était de créer de nouvelles générations d'alpinistes. Et nous avons fixé des objectifs. Les objectifs immédiats, bien sûr, par ordre de priorité, sont sécurité active en entreprise et lors des missions et le respect de l'environnement. Et on devrait en parler de cette sécurité active une autre fois, comparant avec la sécurité passive. Réaliser des actions significatives dans le domaine alpin, deuxième priorité. Et 3, créer des expériences significatives et agréables en renouvelant la communauté. La valeur principale de l'alpinisme est la transcendance. Et là, c'est l'essence de l'hypothèse de l'alpinisme et donc de nos programmes. Gaston Rebuffa avait dit que le succès n'est plus une question de lutte. Moi, j'ai dit la médiocrité est morte. C'était pour paraphraser. Quel scrambling, quelle médiocrité, non. Ce n'est pas une question de scrambling et de médiocrité. C'est là. Vraiment, il faut voir les degrés de difficulté, mais aussi il y a l'effort mental et physique éprouvé par le grimpeur, et c'est lui seul qui le connaît. L'alpiniste ne se confronte pas seulement à la montagne et aux pentes, mais aussi à ses limites intérieures. Et il s'agit d'un effort qui requiert de la volonté, de la discipline, du courage,
une communauté d'esprit et un esprit clair. Et là, en fait, émergent des vertus qui n'ont que un impact positif pour le reste de la vie sociale et la vie politique d'ailleurs de la société. Alors vraiment, grimper et être alpiniste, ce n'est pas un exercice futile, non, loin de ça. Alors, dans la montagne, bah, tu montes, tu grimpes à Olympe, tu entres dans les cabanes et tu vois des gens qui sont vraiment morts. Tu vois des gens qui ont fait la randonnée et qui arrivent là et vraiment se sentent avoir dépassé euh, eux-mêmes, plusieurs. En fait, il s'agit de gens qui quittent leur bureau. Et ben, là, les gens vraiment ont changé leur médiocrité et l'ont rendu en quelque chose de très euh, transcendant. Mais le plus on devient meilleur et on réussit à grimper plus facilement, cela devient plus intéressant. Alors, la deuxième valeur principale que nous essayons de transmettre avec l'alpinisme est l'humilité. L'alpiniste doit regarder les rangs de montagne en ayant la tête baissée. Alors, les questions de conquête, etc., non, non, non. Personne n'a rien conquis sur aucune montagne, aucun sommet alpin. Non, on n'est que de passage, on fait une photo et on est parti sans laisser de traces ou être mangé par, je sais pas, les corbeaux et les autres. On ne célèbre pas les succès à outrance et nous ne pleurons pas les échecs. La montagne est toujours là, silencieuse, pour nous enseigner. Il vaut mieux ne pas parler, mais écouter, essayer d'écouter la montagne. Humilité. Encore une valeur qui manque à la vie politique et sociale d'aujourd'hui. Maintenant, par rapport au programme. Alors, on a créé un programme qui comprend des événements préparatoires à l'alpinisme, c'est-à-dire le vardoucisme, le parnassisme, l'olympisme et d'autres belles choses que possède notre patrie, notre pays. Alors, il y a quelques années, nous avons déjà commencé avec une gamme d'âge acceptable beaucoup plus large, car les jeunes n'avaient pas du tout les ressources, les fautes. Ils ne pouvaient pas acheter, par exemple, une botte à 500 €. Et ensuite, on avait pris une décision. On a invité des participants sans exiger qu'ils participent à des écoles d'alpinisme et d'escalade, uniquement avec la condition qu'ils soient de bons grimpeurs. Cette année, nous avons baissé l'âge acceptable à 31 ans et on a de jeunes de 20 ans qui sont très forts. Alors, les conditions de participation sont principalement l'escalade à difficulté 7+, ce qui nous permet de surmonter en toute sécurité la plupart des difficultés techniques que nous rencontrons et au moins, on dit il ne va pas tomber sur un rocher plutôt médiocre auquel nous sommes habituellement confrontés, mais ils ont la tendance de monter en vertical et perdre l'itinéraire. L'autre exigence est action en escalade traditionnelle et alpine, une expérience en escalade traditionnelle et alpine, afin de comprendre le profil du grimpeur et ses lacunes, afin de pouvoir planifier en conséquence. L'obtention d'un diplôme est aussi considérée comme important. Et l'alpinisme n'est pas une école, mais c'est une éducation. Le programme est partiellement subventionné par l'EOA à travers l'organisation, la mise à disposition des formateurs et la prise en charge de certaines dépenses. Le programme suit un cycle de 2 ans. Le premier cycle met davantage l'accent sur l'escalade en terrain alpin et le second sur l'escalade hivernale. Cette année, on a commencé avec le vardoucisme à Vardoucia. Nous sommes allés à Varasova. Nous avons fait une semaine sur l'Olympe et une autre semaine aux Dolomites. De plus, nous effectuons des ascensions à Guena, Kouvelos et bien sûr Parnitha. L'année prochaine, nous espérons faire les Alpes en hiver et une expédition quelque part avec en haute altitude. Alors, pour clore ma présentation, au cours des 5 ou 6 dernières années où je contribue à l'alpinisme, j'aimerais vous parler des moments suivants. La presque réussie mission à Usba,
réussi car nous avons eu une expérience d'une première classe d'une ascension autonome de plusieurs jours sur une haute montagne isolée en dehors de l'Europe avec des éléments d'une expédition en style alpin. 900 mètres à 4300, nous sommes tous rentrés sains et saufs, c'est une grande réussite, mais on n'a pas atteint le sommet de l'USBA, mais un autre sommet. Alors, dans le groupe, on avait un anarchiste et un policier, un flic qui, en fait, ont pu passer toute cette expédition ensemble. C'était pas mal déjà comme un succès. Alors, malheureusement, on a dû collecter Torelli, Thanasis et Tekos du cratère de Styx. On a eu les larmes aux yeux et la tête forte pour vraiment trouver les morts. Alors, EMAC nous a aidés à récupérer les corps morts de nos compagnons. En été de 2022, on a monté sur le Grand Capucin. La montagne était méconnaissable, le changement climatique, le glacier a perdu définitivement plus de 10 mètres. Oui, c'était au Mont Blanc. Alors, en 2 mois, le Grand Capucin a perdu au moins 10 mètres. Vous imaginez. Je me rappelle aussi de l'action frénétique sur le mont Olympe et les Dolomites en été 2023. Alors, à l'époque, vraiment, on a réveillé les roches qui dormaient depuis des décennies et on a marché sur les pas de des anciens grimpeurs. Et aux Dolomites, le croissant du Bréda a presque appris le grec car il y avait 12 personnes qui étaient dessus avec 22 heures d'effort continu. Et bien sûr, il y a eu aussi la mission à Astrakhan au Nivelles 2024 avec nombreuses crèmes caramellées, la tentation blanche, etc. Et il y a eu aussi des ascensions régionales. Et je vais dire que, en fait, que le piolet d'or grec, je recommande la première ascension hivernale de l'Artos Petaloudas Satsoukaros et pour le piolet d'argent grec, la première ascension hivernale de Boterinatsi sur l'Olympe. Alors, on avait bien sûr en tant que guest star Christakis. Bien sûr, le meilleur est toujours devant nous. Et qu'est-ce qu'un piolet d'or? Georges va nous l'expliquer ensuite. Merci beaucoup. Καλησπέρα και από μένα. Bonsoir, merci d'être ici avec moi. Alors moi, je suis ici pour parler de l'alpinisme extrême. Alors, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas la personne idéale de parler de l'alpinisme extrême, car ce que j'ai fait le plus difficile, eh bien, c'est très loin de l'alpinisme extrême. Pourtant, je suis vraiment une personne qui est très impressionnée et j'aimerais vous parler en ce moment de ça, de l'alpinisme. Alors, l'histoire commence de cette manière. Alors, 1950, on est en printemps et à Népal, il y a un groupe, il y a l'équipe nationale française d'alpinisme qui pénètre dans le royaume jusqu'alors interdit du Népal. Bon, là, on parle vraiment de l'enfant gâté de l'équipe nationale française d'alpinisme. Mais ils sont là à l'invitation du roi du royaume de Népal, car il ressent les pressions de Chine, mais cela n'intéresse pas du tout les membres de l'équipe qui commencent à réaliser qu'ils se trouvent désormais dans un véritable paradis de l'alpinisme avec d'énormes et innombrables défis autour d'eux, des montagnes très belles mais extrêmement difficiles à grimper. Alors leur objectif est
un des géants de l'Himalaya, le sommet de plus de 8000, le Dhaulagiri. Il s'agit d'une montagne qui vraiment a été très important pour l'histoire grecque d'alpinisme avec les malheurs qui ont eu lieu là. Alors, le Dhaulagiri, un sommet de plus de 8000 mètres, ils ne vont même pas parvenir à s'approcher. Mais ils graviront, comme Alakos vient de le dire, le géant voisin de l'Annapurna. Alors, cette mission, c'était vraiment est très bien décrite dans le livre de Maurice Herzog, le chef, en fait, de cette mission, un des 2 qui ont gravi le sommet d'Annapurna. C'était vraiment une véritable épopée de survie. Ils sont tous, revenus vivants avec des pertes, mais vraiment, la chronique de l'expédition d'Annapurna a été, vraiment un best-seller de l'alpinisme, traduit en nombreuses langues, qui continue à inspirer, les alpinistes 75 ans plus tard. Aucun autre livre le livre est, Annapurna, vous voyez là. Alors, cette ascension, en fait, ouvre la voie pour, une transcendance qui va guider, qui va mener l'alpinisme à un extrême maximum, qui va s'exprimer progressivement dans le style ultime de l'escalade, le style alpin, qui va dominer désormais idéologiquement comme le seul aspect authentique de l'aventure de montagne. Altitude élevée ou maximale, petits groupes, généralement 2 ou 3 personnes, mouvement continu vers le haut sans aucun soutien, aucune aide, pas de Sherpa, pas d'oxygène, équipement minimal avec un petit sac, de 35 litres, et sans laisser des traces derrière toi. Voilà. Alors, le défi pour les grimpeurs, c'est qu'ils donneraient une vraie valeur, une reconnaissance à leurs efforts, n'est plus l'ascension vers un sommet, mais la création d'un nouvel itinéraire, une nouvelle voie avec le moins de moyens possible et en s'appuyant sur la maîtrise de soi, leurs compétences et leur habileté en acceptant le risque, leur mortalité. Car le risque dans de telles ascensions est très élevé. Pour comprendre, le risque du style alpin en haute montagne est considéré comme plus élevé que celui des pilotes de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez alors. Et la mortalité est aussi très élevée. Alors, plusieurs, même aujourd'hui, disent et critiquent ce type d'ascension comme comme quelque chose qui n'a un risque extrême et s'interrogent sur l'intérêt de prendre de tels risques excessifs et ils le considèrent comme futile. Oui, parce qu'en effet, l'ascension d'une montagne ne produit pas une valeur, monétaire, il n'a pas de but universel spécifique, non. Alors comme on a dit, le monde ne va pas devenir meilleur car quelqu'un a grimpé un sommet, non. Alors, l'escalade, l'alpinisme, comme d'ailleurs d'autres activités connexes, en fait, sont des processus essentiellement inutiles. Et cela est aussi le titre de l'autobiographie d'un des pionniers de l'alpinisme extrême, Lionel Terray, les conquérants de l'inutile. Alors pour moi, le mythe de Sisyphe, tel qu'a été analysé par Camus dans son essai Sisyphe, est en fait
l'effort le plus intéressant afin de pouvoir, enfin, de tenter de comprendre les activités qui sont poursuivies avec tant de passion, tout en reconnaissant leur futilité. Alors, l'effort d'atteindre le sommet est traité comme une allégorie de tous les efforts de la vie, de toute l'activité humaine, pardon. Comme Sisyphe, l'alpiniste aussi s'identifie à un effort afin de définir sa place dans le monde en assumant le contrôle absolu de son existence, en assumant pardon, la responsabilité totale de ses actes, de leurs conséquences. On dit que l'alpinisme extrême est le meilleur exemple du désir d'autodétermination de l'homme. Vous avez peut-être compris que l'alpinisme ici est traité comme un jeu donc, d'initiation à la maturation, à l'âge adulte. Et le but des jeux est toujours de nous aider à devenir des personnes un peu plus complexes et complètes en activant des capacités qui ne peuvent pas être stimulées d'autre manière. Et cela peut expliquer un profond sentiment de satisfaction qui surgit souvent après une grande ascension, quelque chose qui se produit moins souvent lorsque l'ascension contient moins de risques, moins d'aventures. Mais cette joie est si fugace, elle est dispersée très vite et on la recherche encore et encore, et de là naît l'obsession, Dimitris. Alors les alpinistes, en fait, valorisent plutôt certaines ascensions comme une réussite quand elles sont plus difficiles et dangereuses et qu'elles respectent les limites du style et l'éthique de l'alpinisme et quand ces ascensions sont réalisées dans les conditions extrêmes. Un effet, en fait, la création du concours Piolet d'or en 1982 vise à identifier et à valoriser ces succès. Et alors, la revue d'alpinisme montagne et Fédération française d'alpinisme, en fait, valorisent les itinéraires publiés enregistrés dans l'année et qui sont évalués par les personnalités du domaine selon des critères précis. Alors, on a l'exposition, l'isolation, les difficultés techniques, le risque rationnel. On ne parle pas de risque illogique. La transparence dans l'utilisation des moyens techniques. Il faut par exemple prouver qu'on n'a pas utilisé des cordes fixes, on n'a pas laissé derrière nous des cordes fixes. Et respect de l'environnement, respect des prochaines générations, en leur laissant la possibilité de vraiment apprécier de telles ascensions. Alors, cette compétition a été soutenue par les alpinistes dès des premières années, mais il y a eu aussi des critiques. En 1998, j'ai eu la chance de voir de près à Chamonix la décision du comité. Et la décision du comité, c'était pour la meilleure ascension de l'année. C'est un scandale. Les Russes, la face sud du Makalu à Népal, le président et certains membres du comité ont quitté le comité. Il y a eu vraiment des vives réactions. Alors, car les Russes avaient laissé derrière eux 2 morts et des cordes fixes dans la pente. Alors, les années suivantes, après une pression constante, la compétition change de format pour devenir plus inclusive, avec plus de récompenses et de citations, et devenir en fait une grande célébration de l'alpinisme qui, paradoxalement, n'est pas diffusée par les grandes chaînes de médias. Et je suis sûre que très peu d'entre vous connaissent cette cérémonie que certains ont qualifiée comme les Oscars de l'alpinisme. Ce n'est pas un hasard si cet effort de rallier et de renforcer l'institution qui définit et décrit en grande partie le contenu de l'alpinisme moderne a coïncidé avec une époque où les médias et les ascensions commerciales, en particulier à l'Everest, et la folie des records de vitesse et d'autopromotion nuisent irrémédiablement à l'aventure authentique. Et, pardon, dit l'orateur,
on peut décrire comme l'incertitude du résultat et de l'issue. Alors, des centaines de jeunes et d'autres qui sont un peu plus vieux, on continue vraiment cet effort de Sisyphe vers les terres inconnues, les terres avec grand risque. On a les histoires de ces grandes aventures qui sont les meilleures. Merci beaucoup pour votre attention. On aimerait répondre à 5 questions de la part du public. S'il y a 5 questions que vous voulez poser, personne? Alors, est-ce que je peux commencer? Tu vas traduire, s'il te plaît. Je vous remercie beaucoup, c'était passionnant. Ma première question, c'est, vous nous avez parlé du Mont Blanc à l'Écosse, vous avez dit qu'il y a plus de zones, non explorées. Est-ce que dans le monde de l'alpinisme, il y a encore des zones ailleurs, dans le monde qui ne sont pas encore explorées? Ça, c'est une question vraiment très peut-être naïve. C'est ma première question et la deuxième question, c'est peut-être pour Dimitri, est-ce qu'il y a de plus en plus de liberté dans l'alpinisme ou au contraire de moins en moins de liberté? Ωραία. Δύο ερωτήσεις προς 2 questions. Les questions qui ont été exprimées en français vont être traduites en grec pour les orateurs. υπάρχουν και άλλα να εξερεύνουν τα μέρη. Και τη δεύτερη ερώτηση είναι προς σένα, Δημήτρη. Αν θεωρείς ότι υπάρχει περισσότερη ελευθερία στον αλπινισμό ή λιγότερη. Hors micro. Non, il y a plusieurs zones qui n'ont pas été découvertes encore. Peut-être, enfin, je dirais que la partie la plus vierge, peut-être en ce moment dans les montagnes, c'est l'Amérique du Nord. Il s'agit de Canada. Les montagnes, là, vraiment, sont très vierges, sont vierges vraiment, mais aussi aux Himalayas, là où il y a la guerre entre Pakistan et Inde, il y a une zone qui était toujours, en fait, inaccessible à cause de des guerres. Alors là, on peut vraiment chercher des zones vierges. Et alors, il y a aussi au Pakistan ou en Afghanistan des zones inexplorées. Alors, même au Mont Blanc, il y a des défis pour quelqu'un qui souhaite tenter quelque chose de nouveau. Même si cela vous semble un peu banal, enfin, je veux dire, non, c'est une montagne qui a bien été grimpée, mais si on souhaite ouvrir une nouvelle voie, un nouvel itinéraire, on peut le faire. Non, était la réponse de la part de l'intervenant. Je ne suis pas sûre si j'entends bien quand on parle de liberté dans les montagnes, je ne suis pas sûre de bien saisir votre question. Non, 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 j'ai entendu la question en français aussi, hein, enfin, je comprends. Jusque-là, mon français, mais je ne suis pas sûre de bien entendre ce que vous entendez par liberté. Alors, si on parle de la possibilité d'avoir quelqu'un qui essaye d'avoir un style alpin tel qu'on l'a défini ici aujourd'hui, bon, je suis sûre que dans plusieurs pays dans le monde, cela est bien limité à cause des installations, du nombre des gens. Enfin, il y a plusieurs facteurs. Mais de l'autre côté, comme Björn vient de nous dire, certainement pour quelqu'un qui souhaite de trouver cette liberté et des zones inexplorées, eh bien, il peut l'essayer, même aux zones bien grimpées. Il faut juste essayer. Et je dirais que surtout dans les montagnes de la Grèce, oui, on peut trouver des zones vierges et
et sauvage. Et ayant passé quelques années dans d'autres pays, ce sens de liberté que je trouve sous Camilla et sous Zuccarosa, eh bien, j'ai jamais trouvé cette liberté, ce sens de liberté, ce sentiment de liberté ailleurs, à l'étranger. Il y a un titre très intéressant, hors micro. Question hors micro. Non, c'est juste, je voulais ajouter quelque chose. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que Madame Ruiz souhaitait dire qu'il y a des règlements, à cause du risque, des dangers dans des régions des Alpes ou dans des montagnes où il y a plusieurs grimpeurs, il y a plusieurs alpinistes. C'est ça qu'elle voulait dire par rapport à cette limite de la liberté. Et je pense que la réponse de Dimitris a bien répondu. Enfin, les montagnes grecques qui ne sont pas autant organisées en tant de stations de... Non, mais il y a plusieurs limites, hein. Non, non, la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est pas facile de grimper. Il faut réserver 4 ans auparavant, hein. Non, mais c'est surtout pour les questions d'accessibilité et de protection de l'environnement des montagnes. Et je pense que cela sera le cas aussi pour l'Olympe, car là, vraiment, il y a beaucoup de gens qui grimpent. Enfin, on ne souhaite pas que l'Olympe devienne aussi bondé, hein. Alors, il faudrait qu'on fasse quelque chose, cher président de la fédération, hein. Il ne faut pas que cela soit impliqué. Mais oui, quand il y a une limite, eh bien, la liberté est perdue. Mais, Dimitris, ce que tu disais, ça me rappelle un peu le titre d'un livre, La préservation de la solitude. Comment préserver la solitude? Il peut y avoir des lieux où quelqu'un peut se sentir en sérénité, en solitude, avoir le bonheur d'être seul et préserver aussi l'environnement. Autre question? Bon. Nous vous remercions. Moi, j'ai une question par rapport au quota des genres. Dans les photos, je n'ai vu que des hommes. J'ai entendu seulement deux noms de femmes pendant vos interventions. Alors, je me demande comment ça marche, hein, comment ça va et que prévoyez-vous pour le futur? Et un peu même dans les parties moins difficiles, je ne sais pas s'il y a davantage de femmes, car là, on n'en a pas vu, hein, tellement. Une personnalité très importante féminine, c'était bien sûr Katerina Getka, mais bien sûr Catherine Desnival pour la France. Mais oui, bien sûr, il y a des femmes alpinistes grecques. On a juste choisi un panel d'intervenants qui étaient des hommes. Bah, les intervenants ici, c'est des hommes. Par rapport au centre alpiniste, je peux vous répondre que les 10 dernières années, il y a une tendance, si on peut dire, hein, de participation de femmes. Malheureusement, auparavant, on était aussi vraiment en arrière. La première femme guide de haute montagne en France, disons que c'était en 1821 qu'il y a eu l'institution des guides de haute montagne. C'était en 1985, il y a eu la première femme guide de haute montagne. Nous, bon, ça marche un peu plus vite. Alors, en 2025, on a eu la première femme guide de haute montagne et l'association des guides de haute montagne grecque a été établie en 1996. Bah, oui, en fait, oui, là, on a 4 hommes et bien sûr, cela vous donne une impression de ce qui se passe dans l'alpinisme grec, mais heureusement, les choses changent en général et les femmes, en ce moment, sont entrées dans
le jeu des grands ascensions, des ascensions difficiles à 8000 mètres, mais même quand il s'agit de l'escalade simple, on dirait, bon, les femmes se rapprochent beaucoup des compétences des hommes et cela nous rappelle que, en fait, cette distance va vraiment se rapprocher et c'est bien. À l'escalade athlétique sportive et oui, c'est le seul sport où les femmes et les hommes sont très rapprochés, par rapport aux performances, heu et c'est beaucoup plus intéressant, je veux dire et ça au niveau international, hein. Les performances hommes et femmes à l'escalade sportive sont beaucoup plus proches par rapport à d'autres sports. Question hors micro. Question hors micro, impossible de traduire. Alors en Grèce, il y en a pas et la réponse à une question qu'on n'a pas pu entendre, je suis désolée. Il y a, en fait, la oui, moi, on m'a ramassé plusieurs fois. Alors, en France, vraiment, dans 30 minutes après, l'appel à l'hélico était là, pour nous, recueillir. Mais ça non, en Grèce, il y en a c'est pas le cas. À Gionne, quand là, j'ai eu un accident et ben, 13 heures. J'ai dû attendre 13 heures et heureusement, j'avais des amis, hein. Hors micro. Πώς? Que dites-vous? En France, vous avez payé, pour le sauvetage? Non, 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 on n'a rien payé. Non, comment dire? Hein, c'est public, quoi. C'est les opérations de sauvetage en France et en Italie, c'est public. Ah, la Suisse, c'est pas comme ça. L'Autriche, c'est pas comme ça. Vous payez une cotisation annuelle, pour avoir recours à ces services de sauvetage par hélicoptère. Une dernière. Μια τελευταία ερώτηση, κάποια ερώτηση. Ναι. Hors micro, sans micro, on ne peut pas traduire, je suis désolée. Le son ne vient pas dans la cabine, il est impossible de traduire si les orateurs, les intervenants, n'utilisent pas un micro. Στην πραγματικότητα Bon, pour vrai dire, en ce moment, on parle, de l'impact des activités, humaines sur les montagnes quand, bien sûr, la destruction de la planète n'est pas seulement par rapport aux montagnes, mais aussi la mer, la nature. Moi, j'ai pas de réponse, Yorgo, c'est beaucoup plus optimiste. Moi, je suis très pessimiste par rapport à la possibilité, de changer, nos activités, afin de pouvoir sauver la planète, sauver la nature et l'environnement. Hors micro. Prière aux intervenants d'utiliser un micro afin qu'on puisse traduire, pour les personnes qui suivent, la traduction en français. Toujours hors micro, désolée.
toujours hors micro. Et oui, on a un record négatif en Grèce. L'air protégé dans les montagnes de Grèce est très limité. Nous avons un pourcentage très limité de parcs nationaux et de forêts protégées en Grèce. Par exemple, à Parnitha, le cœur du parc national, il y a des interventions humaines. Et pendant toutes ces décennies, il y a des études de la part des environnementalistes qui parlent d'écosystèmes qui devraient être sauvés et des parcs qui devraient être établis à Giona ou à Arrapha et qui ne sont pas protégés. Il ne s'agit pas de parcs nationaux, mais il y a tout des activités humaines qui souhaitent vraiment s'implanter là, des activités de tout type. Et vraiment, c'est un record très négatif de la Grèce, dès par l'Europe et dès par le monde. Et je pense que les années suivantes, cela deviendra encore pire. Je suis également pessimiste, comme Dimitris. Je suis aussi pessimiste que Dimitris, pardon. Pour Aliveri, oui, la municipalité là a plutôt favorisé cette activité et de Aliveri et en descendant, la nuit vraiment c'est comme un sapin de Noël avec les éoliennes. Et personne ne s'est exprimé contre cela. Bon, il y a là maintenant des réactions car ils atteignent Dilphis, le mont de Dilphis. J'espère que vraiment cela ne va pas. Oui, mais la communauté de Chamonix a commencé un statut de protection pour la région des Alpes et ils essayent de préserver. Ils l'appellent terre d'alpinisme et c'est en fait un statut de protection pour protéger l'alpinisme et le préserver pour les générations à venir. Mais je pense que pour les autres montagnes, ce ne sera pas ça le problème, mais plutôt le changement climatique. C'est vraiment encore, bien sûr, la cause, c'est l'homme et ses activités. Vraiment, c'est les activités artificielles qui provoquent des problèmes. Mais pendant que l'humanité existe, je pense qu'on va voir des changements incroyables. Moi, j'aimerais dire que les efforts, pour ceux qui sont pessimistes, les efforts et l'espoir ne devraient mourir jamais. Alors même si l'effort est futile, il faut le faire. Car si on ne le fait pas, eh bien, on n'aurait jamais essayé, on n'aurait jamais vraiment avoir eu même une infime possibilité que les choses changent. Alors, selon moi, ceux qui sont ici et qui, ceux qui par définition, sont des alpinistes qui sont sensibilisés, on devrait essayer ensemble afin d'arrêter cette destruction de ce qu'on aime beaucoup, même si cela paraît futile. Alors, si on voit les montagnes comme nos personnes bien-aimées, comme des membres de notre famille, comme nos enfants, eh bien, il faut vraiment faire tout ce qui est possible, comme si c'était notre enfant qui était menacé. Je pense que vraiment, même si on ressent que notre lutte sera futile, eh bien, il faut lutter. Ivy, si vous me permettez, très vite, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Les plus jeunes
en tant qu'alpiniste, on a grandi avec un mot qui est très important dans notre communauté, qui provient de Yorgos, qui est la vision. Yorgos disait très souvent qu'on doit avoir une vision pour les choses qu'on fait, et pour tout ce qu'on entreprend. Et même si on est très pessimiste, eh bien, on a une vision. On garde cette vision bien au cœur. Alors, même si il y a de tels changements, il faut qu'on ait une vision afin de savoir comment on pourrait préserver les montagnes. Le changement climatique vraiment a aussi créé des opportunités avec des conditions des dernières années. Enfin, je veux dire que ces chaleurs en hiver, en fait, nous permettent de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait. Et c'est à cause de changement climatique, il faut le dire. Non, c'est bon. Alors, bon, j'aimerais dire que je voulais juste montrer une autre face de ce problème. C'est un autre point de vue, quoi. Oui, oui, en effet, c'est commentaire hors micro. Désolée, on ne peut pas traduire. Hors micro. Alors, ce que vous disiez avant par rapport à ces lacunes, c'est très impressionnant car moi, j'ai quitté toute la question de l'alpinisme aux années 80 et j'avais toujours gardé contact avec les jeunes. Je demandais est-ce qu'il y a des gens qui grimpent et non pas seulement aux rochers, aux pentes. Et il y avait toujours les mêmes noms, les mêmes personnes. Et à un moment, en effet, les dernières années, bon, je vois qu'il y a plusieurs jeunes gens et les choses semblent en fait évoluer. Par rapport à la liberté et la montagne, je pense qu'il y a toujours un petit coin de la montagne, même si le reste est bondé, on peut être là seul. C'est facile d'être seul si on ne va pas sur les voies que tout le monde utilise. Si on ne va pas à Gamila, si on ne va pas à Vardou, si il y a Zumerka, je suis sûre qu'il y a des montagnes qui sont vraiment, vraiment vides. Merci beaucoup, Monsieur Coles, pour votre intervention. Et disons, répétons qu'en Grèce, on a vraiment de la chance car il y a vraiment des aires de montagne qui sont bien disponibles et surtout en hivernal, vraiment les choses, ça peut avancer très bien. Bien, alors avec cette note plutôt optimiste et les perspectives pour le futur, alors de l'art et du vin pour tous. Bonne soirée.